Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 24 mars 2021 au sommaire de cette émission. On fête actuellement les 150 ans de la Commune de Paris, une révolte populaire de 72 jours matée dans le sang à la fin du Second Empire et à l'orée de la Troisième République. Vous voulez tout comprendre sur la Commune en 20 minutes, c'est une mission absolument impossible. On va la relever quand même avec nos deux invités, les historiens Ludivine Bantini et Julien Lucchini. Et puis notre reportage sur des gilets jaunes à Bordeaux accusés d'association de malfaiteurs. Ils sont désormais hors de cause, l'enquête a été annulée et jugée illégale. Bienvenue dans À l'air libre, c'est l'émission quotidienne de Mediapart. Et pour débuter cette émission, Valentine Auberti, que vous connaissez bien, est avec moi. Bonjour Valentine. Salut Mathieu. Valentine, l'état de droit a-t-il été piétiné pour museler des manifestants? 16 gilets jaunes de Bordeaux qui étaient dans le viseur de la justice sont désormais hors de cause. C'est la justice elle-même qui le dit, puisqu'il y a eu un vice de procédure. Ouais, c'est une histoire que Camille Polony et Antoine Rouget vous ont racontée dans Mediapart. L'histoire de 16 gilets jaunes à Bordeaux, perquisitionnés dans un appartement quelques heures avant un samedi de manif. La manif, c'était le 7 décembre 2019. La BRI débarque en force, perquisitionne l'appartement loué sur Airbnb. Y trouve des clous, du bicarbonate de soude, des bombes de peinture et de l'acide chlorhydrique. Ils sont tous embarqués et mis en examen, notamment pour association de malfaiteurs. À l'origine des soupçons, un tag, ACAB, qui veut dire All Cops Are Bastards, à plus d'1 kilomètre du fameux appartement. Problème, ce qui a permis cette perquisition est une info non sourcée et non consignée en procédure. Donc, 1 an et 3 mois après, l'enquête est intégralement annulée. Dans un arrêt rendu le 18 mars, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux prononce l'annulation de l'ensemble de la procédure, car elle repose sur, je cite, une dénonciation anonyme, ce qui ne saurait constituer un indice apparent d'un comportement délictueux. Le lien fait entre les tags et les occupants de l'appartement n'est, selon les juges, qu'une simple conjecture, et la Cour ajoute que ce qui a été découvert n'est pas susceptible de conférer a posteriori un caractère régulier à des mesures hautement coercitives. Autant dire que c'est un camouflet. Derrière cette procédure, il y a des personnes dont les vies ont été chamboulées. Nous avons rencontré 3 d'entre elles, des personnes que des journalistes et des politiques avaient qualifiées d'ultra-jaunes, d'anarcho-libertaires, de black blocs. Aucune, je le précise, n'a souhaité répondre sur ce qui a été retrouvé dans l'appartement pendant la perquisition. En revanche, toutes nous racontent l'impact de cette histoire sur leur vie. Toutes décrivent un traumatisme. Tout a donc commencé ici, dans cet appartement de la commune du Bouscat, à côté de Bordeaux. Voici l'appartement loué sur Airbnb, avenue du Général Leclerc, où on avait rendez-vous avec l'une de ses occupantes, Maya Paulès. Bonjour. Donc c'est ici que vous étiez? L'appartement conspiratif. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cet endroit? En fait, je suis arrivée de nuit, donc c'est assez vague. Et je me vois rentrer, allumer la lumière du téléphone pour ne pas réveiller les gens qui dormaient et monter la lueur du téléphone, en fait, jusqu'à la chambre en haut. Et voilà, ressortir le lendemain menottée, quoi. Ressortir menottée, ça, cette prof de lettres de 35 ans ne s'y attendait pas. Elle raconte la violence de l'intervention de la BRI aux alentours de midi ce jour-là. Je sortais de la douche, j'étais en train de m'habiller et j'ai entendu une explosion, un cri. Et j'ai entendu police. Donc il y a un policier qui a ouvert la porte d'un coup, un coup de pied. Et il avait un flingue et donc il l'a mis comme ça en direction de ma tête, quoi, comme ça à 2 cm. Et il m'a dit allongez-vous, enfin allonge-toi, et il me tutoyait. Il a mis son genou sur mon dos. Voilà, il m'a pas laissé prendre ma veste. Il faisait froid, c'était en décembre, et je lui ai dit je peux quand même mettre mes chaussures. Il m'a dit non. Et donc j'ai insisté quand même pour pas sortir pieds nus. Celle qui est aussi photographe suivait alors des gilets jaunes pour un documentaire. Elle se retrouve sous contrôle judiciaire avec des conséquences très concrètes sur son quotidien. J'ai interdiction de manifester, interdiction de quitter le territoire, interdiction de rentrer en Gironde. Ma mère vit à Bordeaux. Ne pas aller en manifestation, ça voulait dire ne pas continuer mon sujet, ne pas pouvoir travailler sur mes images. Et ça, oui, ça c'est quelque chose qui me met vraiment en colère. La colère et le sentiment d'injustice, c'est aussi ce qu'un autre gilet jaune estime avoir vécu. À 1 heure de route, à la lisière de la Gironde, côté Dordogne, nous rencontrons Julien Pinault. Donc ça, c'est chez vous? Voilà, mon nouveau chez moi. Pourquoi nouveau? Parce que suite à l'injonction du tribunal, je suis tombé au chômage, parce que j'étais interdit d'aller en Gironde. Et donc du coup, j'ai perdu mon emploi.
Donc pendant 6 mois, je suis resté au chômage. J'avais un loyer de 540 € à payer. Et avec 880 € de chômage, c'était pas possible. Donc du coup, j'ai trouvé un mobil-home d'une dame qui est toujours gilet jaune, qui me le loue maintenant. Cet ouvrier viticole vit donc ici avec ses 2 filles, Shana, 16 ans, et Brenda, 14 ans. Et pour les loger, eh bien, il a fallu se débrouiller. J'ai ma grande, en fin de compte, qui a sa caravane, une caravane gilet jaune, qui était à la base gilet jaune, et qu'on m'a prêté justement pour lui faire sa chambre, parce qu'il n'y a pas assez de place dans le mobil-home. Pour subvenir à ses besoins, Julien a monté une petite ferme. J'ai acheté des volailles pour m'occuper. Au lieu d'aller en manif, je manifestais le samedi avec mes poules et mes lapins. Et il garde le sens de l'humour, il lui en faut, car cette perquisition musclée l'a traumatisé. Ça a été relativement dur. J'avais l'impression d'être suivi tout le temps, qu'on m'observait, j'étais vraiment mal. J'ai suivi même quelques séances de voir un psychologue. Parce que vraiment, j'arrivais même plus à dormir, quoi. Et la peur que justement on vienne me défoncer la porte pour revenir, Car Julien le répète, il n'était venu à Bordeaux que pour manifester. Et au niveau de l'appartement, je venais voir un copain pour boire un café, passer un moment avant d'aller à la manifestation justement des chômeurs à Bordeaux. Pas plus. Les conséquences sur sa vie, ce sont encore ses filles qui en parlent le mieux. C'est plus comme avant, on a plus notre maison, là où on a été habitué à habiter. On pouvait plus aller là où on voulait, on pouvait plus faire autant de sorties, fallait toujours faire attention. Ça a tout chamboulé, oui. Et maintenant ? Maintenant qu'on sait que c'est mieux, ça nous fait plaisir parce qu'on se dit qu'on va peut-être retrouver tous les moments en famille qu'on faisait avant. Est-ce que votre papa, il vous avait expliqué pourquoi il manifestait ? Oui. Pour quand on sera plus vieux, pour lui aussi, et pour qu'on ait des droits. Et vous vous attendiez à ce qu'il lui arrive ce qui lui est arrivé ? Avant de partir, il nous disait « à ce soir, mais je peux ne pas rentrer ». Mais il disait toujours ça en rigolant. Mais le jour où c'est arrivé, c'était plus très drôle. À côté du mobil-home de Julien, on remarque un drôle de vêtement. Et donc là, vous avez gardé vos gilets jaunes ? Ah non, ça c'est le voisin à côté. Ah, ça, c'est le voisin, d'accord. Ouais, moi, les miens, ils sont rangés. Pour l'instant, je vais éviter qu'on me repère un peu de trop. Discret pour l'instant, mais Julien est prêt à retourner dans la rue. Là, après ce qui vous est arrivé, vous remanifesteriez ou pas ? Je vais remanifester, oui. Je vais pas lâcher l'affaire, c'est pas parce que y a eu ça que je vais pas continuer. Car pour Julien, les inégalités ne sont pas acceptables. Et là, vous demandez quoi ? Moi, en fin de compte, une baisse des taxes au niveau du gasoil. Je vois pas pourquoi l'État se mettrait 60% dans la poche et que nous, on serait toujours obligés de payer. Un taux zéro au niveau des produits de première nécessité qui serait essentiel pour les gens qui travaillent, qui sont smicards, comme pour les gens qui sont au RSA ou à l'ASS ou tous les gens en précarité. C'est invivable de vivre avec des produits aussi chers. Et pour y remédier, il ne compte pas sur les politiques. Le vrai parti politique, c'est les citoyens, c'est personne d'autre. C'est pas une personne qui peut gérer toute la France. Parce que ces gens-là, en fin de compte, sont des mecs qui sortent de hautes études, qui n'ont jamais vécu ce que nous on vit, qui n'ont jamais été smicards, qui arrivent avec une cuillère d'or dans la bouche ou une cuillère d'argent dans la bouche. Donc ces gens-là ne connaissent pas la vie en bas. Vous irez voter dans un an ? Rien du tout, je vote plus, ma carte de vote a été brûlée. Alors Maya et Julien ont eu un contrôle judiciaire qui a donc bouleversé leur vie, mais 3 autres gilets jaunes, eux, ont carrément été incarcérés. C'est le cas de Lassana qui nous a donné rendez-vous à la Villette à Paris. Lassana, 36 ans, est chauffeur routier. Il fait partie des 16 arrêtés au Bouscat. Il raconte l'audience qu'il a envoyée en détention, mais préfère ne pas montrer son visage. Ils me font comprendre que c'est grave ce qui s'est passé. Ils me demandent si je suis au courant de certaines choses ou si j'ai ramené du matériel. Je leur explique que je suis venu avec rien, que je venais pour manifester, que je suis venu suite... Les Gilets jaunes, on est très solidaires. Ça veut dire, j'ai regardé sur Facebook, il y en a qui proposaient d'héberger certains. Voilà, on est venu. Mais Lassana ne convainc pas les magistrats, malgré, selon lui, sa situation stable. Je leur ramène mes fiches de paye, avec mon contrat de travail, tout ça. Moi, je suis routier, je suis en beaucoup de contrats intérimaires. Donc, elle me dit carrément que c'est suspect, que mes obligations de représentation sont suspectes. Que c'est bizarre, que c'est trop carré, quoi, en fait. Que, c'est peut-être trop bizarre d'avoir
un black devant elle, enfin un noir devant elle avec un casier, mais qui travaille et qui peut-être est gilet jaune et solidaire d'autres luttes, quoi. C'est pas elle qui dit un noir devant elle, mais c'est comme ça que vous le percevez. Moi, pour moi, bien sûr, ouais. On était 17, hein. On est deux à être allés en prison. Un qui a reconnu avoir ramené du matériel. Et moi, bah, j'ai reconnu que j'étais venu juste manifester. Lassana parle de son casier. Il a déjà été condamné par le passé et selon lui, c'est ça qui a pesé. Vous estimez qu'elle a pas jugé exactement ce qui s'était passé ce jour-là, mais qu'elle a pris en compte votre passé et votre couleur de peau? Ah bah bien sûr. Après, moi, comme je vous dis, je suis pas tout seul dans ce cas-là. Déjà, je vais vous parler de la couleur de peau. Après, il y a des gens qui sont blancs, qui sont français, qui subissent les mêmes choses que moi. Moi, j'ai un casier, certes, mais depuis 2012, j'ai rien à me reprocher. Lassana va donc passer 3 semaines en détention à Angoulême. Quand il sort, il est placé sous contrôle judiciaire et n'a pas le droit de retourner à son domicile à Lyon. J'ai dû déménager en catastrophe. Ça veut dire que je suis retourné chez mes parents. Donc en région parisienne? En région parisienne. Je suis resté, j'avais un contrôle judiciaire qui m'interdit de sortir de mon département. J'ai perdu mon emploi. J'ai changé de travail complet. Je suis resté en galère 3-4 mois quand même. Parce que bah, voilà, le temps d'arriver de me refaire. Pour autant, Lassana n'envisage pas non plus d'arrêter de défendre ce qui lui tient à cœur. Moi, je me définis comme un gilet jaune. Avant tout comme un citoyen. Qui est solidaire de certaines luttes. Lesquelles? Bah déjà, je tiens à mettre en avant les gilets jaunes femmes. Gilets jaunes précaires, femmes en guerre. Je trouve que leur combat, il mérite plus de visibilité. Tout ce qui est les retraités, les animaux, les handicapés aussi, ne sont pas respectés. Moi, à la base, je travaille, j'ai une situation qui tient la route. Mais il y en a beaucoup, bah, ils sont obligés de lutter chaque fin de mois, les femmes isolées. Il y a beaucoup de choses qui tournent pas rond. Comment vous qualifieriez ce qui vous est arrivé, toute cette histoire? Un bordel. Un bordel, c'est tout. Ils ont fait de la merde, il y a eu de la merde, quoi, c'est tout. Je sais pas quoi dire. Le parquet général a décidé de ne pas se pourvoir en cassation. C'est donc une décision définitive pour ces 16 gilets jaunes et une satisfaction pour les 4 avocats qui ont porté le dossier. Raphaël Kempf, Xavier Sauvigny, Alice Becker et Gabriel Lassor. Merci beaucoup Valentine. À très bientôt sur ce plateau. Je vais maintenant accueillir nos 2 invités. Ils s'appellent Ludivine Bantini et Julien Lucchini. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Nous fêtons en ce mois de mars le 150e anniversaire de la Commune de Paris. 72 jours d'insurrection et de révolte populaire au printemps 1871 à Paris et dans d'autres villes de France. Dans cette émission, on va se donner une tâche compliquée pour celles et ceux nombreux qui ne le savent pas vraiment parce que c'est vieux et qu'on passe vite dessus dans les programmes d'histoire. C'était le cas pour moi en tout cas. On va parler de la Commune, expliquer cette Commune, pourquoi cet anniversaire est important, quelle est sa résonance aujourd'hui. Tout ça en une vingtaine de minutes, mission absolument impossible que vous avez courageusement accepté tous les deux. Ludivine Bantini, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, vous enseignez à Rouen, à l'université, et vous publiez ce livre, La Commune au présent, une correspondance par-delà le temps. Ça sort à la découverte. Et Julien Lucchini, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et vous avez coordonné ce livre. Alors, il est très lourd, hein. Ce livre somme, regardez-le, 1440 pages. La Commune de Paris, 1871, les acteurs, l'événement et les lieux, publiés en 2020 aux éditions de l'Atelier, avec de très nombreuses contributions. Juste une précision, je suis l'éditeur du livre et c'est Michel Cordillot qui a coordonné. De très nombreuses contributions en lien avec le métro, on en reviendra tout à l'heure. Alors, quelques mots de contexte, on y va, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Quelques mots de contexte pour commencer. Nous sommes en 1870. La France de l'empereur Napoléon III, on le voit, déclare la guerre à la Prusse. C'est une catastrophe militaire. Le 2 septembre, Napoléon III capitule et il est fait prisonnier dans l'Est à Sedan. Le 4 septembre, la République est proclamée à Marseille, à Lyon et à Paris, avec un gouvernement de la défense nationale, mais la guerre continue.
Et le 19 septembre, Paris est encerclé par 180 000 Prussiens. On arrive à l'année 1871. Les défaites militaires, elles se poursuivent. Les armées prussiennes progressent. Le gouvernement signe la paix avec la Prusse. Dirigé par le monarchiste Adolphe Thiers, il veut mater ce gouvernement, la garde nationale et les bataillons de Parisiens qui refusent cette paix selon eux humiliante. Et le 18 mars, à Montmartre et Belleville, les quartiers de Paris, le peuple de Paris se soulève. Extrait du documentaire de Mehdi Lalaoui, La Commune de Paris 1871, que vous pouvez regarder en ce moment sur Mediapart. À l'annonce du coup de force de Montmartre, se dressent dans toute la cité des barricades où flotte le drapeau rouge. Les généraux Lecomte et Thomas sont fusillés. Les canons sont déplacés, mis sous surveillance de la population et de la garde nationale. Les bataillons de cette garde nationale, issus de toutes les couches sociales, se sont fédérés et ont élu un comité central quelques jours plus tôt. Alors que les partisans de Thiers se sont regroupés à Versailles, c'est le début de la Commune, un espoir qui va vivre durant 73 jours. Les petits hommes qui gouvernent, ils font la pluie et le beau temps. Ils ont de l'or et des casernes, mais leur pouvoir n'aura qu'un temps. N'écoutez pas les tortionnaires, trahir n'est pas dans leur mandat. Vous n'êtes pas des mercenaires, mais des Français, peuple et soldats. Gloire au grand jour de la Commune, peuple et soldats main dans la main. La République il n'en est qu'une, celle du peuple souverain. On a laissé la chanson. Ludivine Bantini commence alors ce qu'on a appelé la Commune, qui, on va vous spoiler la fin tout de suite, se finira dans un bain de sang et la déportation de milliers de communards au bagne de Cayenne en Guyane. Ludivine Bantini, c'est 62 jours de la Commune au printemps 1871. S'ils étaient une série, comment vous en raconteriez le scénario à quelqu'un qui a 20, 25 ans et nous regarde aujourd'hui ? Ouais, c'est une question difficile, mais en tout cas, je pense qu'on pourrait la raconter, cette série, avec enthousiasme, joie, des chansons et la force d'un peuple qui se soulève. Voilà. Avec plein de protagonistes qui ne sont pas seulement des figures connues, célèbres, etc., des vedettes, mais au contraire, la Commune, c'est une révolution populaire. Donc cette série, il faudrait qu'elle montre cette dimension révolutionnaire de tous ces ouvriers, artisans, boutiquiers, employés, instituteurs, institutrices, etc., des femmes et des hommes. Il faudrait beaucoup de protagonistes femmes, très actives, en insistant, je crois, sur la question de l'émancipation, la question de la révolution pour la justice sociale, la question de l'égalité aussi. En fait, on veut changer la vie. C'est ce que dit Arthur Rimbaud. On pourrait faire apparaître Rimbaud aussi comme un ange révolutionnaire, en tout cas, qui se dit, là, il y a une invention d'inconnu. C'est pour reprendre sa formule, une invention d'inconnu, parce qu'on cherche à faire en sorte que la vie soit plus libre, soit plus fraternelle. Aujourd'hui, on dirait aussi sororelle, mais ce n'est pas une expression de l'époque. Mais il y a beaucoup de solidarité, de dignité, avec l'idée de reprendre son destin en main. Voilà, de se sentir vraiment légitime à s'engager pour le bien commun, y compris quand on est des anonymes, des inconnus, des gens qui sont simplement populaires dans leur quartier et qui décident en fait d'appliquer une sorte de démocratie vraie, d'une démocratie réelle. Alors, Julien Lucchini, pendant ces 72 jours, sous la menace des Versaillais et des armées prussiennes, une menace permanente, une commune de Paris est élue. Une revendication aussi radicalement démocratique et sociale, Ludivine l'a dit, se fait entendre. Et il y a des mesures concrètes. Oui, alors la Commune, donc le soulèvement du 18 mars donne lieu ensuite à des élections qui se tiennent le 26, qui devaient se tenir plus tôt, mais qui se tiennent le 26. La Commune est proclamée le 28 et à partir du 29, elle peut se mettre au travail. Et jusqu'au 21 mai, où fatalement elle devra interrompre ses séances, elle a un laps de temps encore plus court, qui est de 54 jours, pour édicter des mesures, et elles seront nombreuses. Les plus célèbres, évidemment, on peut citer, sans faire un inventaire à la Prévert, mais la séparation des églises et de l'État, la question des loyers, il y avait un moratoire, on le sait, pendant le siège, que Versailles veut abroger. Les loyers sont suspendus. Il y a un protêt aussi sur les effets de commerce, qui est très important, parce que sans celui-ci, les petits artisans et commerçants auraient déposé le bilan. Et des dispositions sur le travail de nuit aussi. Voilà. Mais ça va rallier, je veux dire, le monde des petits artisans à la Commune. Donc c'est important. Le travail de nuit dans les boulangeries, que vous citiez, qui est interdit.
tout un tas toutes sortes de mesures, évidemment. Et des mesures qui font aussi écho à aujourd'hui et aux revendications actuelles sur la question notamment de l'émancipation des femmes et de l'égalité salariale entre hommes et femmes, qui n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout, mais en tout cas pour les instituteurs et institutrices, la réforme est engagée. Donc on voit comment il y a des mesures très... Même si la commune ne fait pas voter les femmes, hein, c'est pas la commune ne fera pas ça, mais elle n'a pas eu beaucoup de temps non plus. Alors, l'histoire de la commune, ce sont des dates, mais aussi des histoires, vous l'avez dit, Ludivine, des histoires humaines, d'hommes et de femmes, de chair et d'os. On va parler de personnages de la commune, de ceux et de celles, beaucoup de celles, vous l'avez dit, qui ont participé. Allez, on va d'abord parler de celle dont on parle beaucoup, Louise Michel, qui reste la figure peut-être la plus connue, une des figures les plus connues de la commune. En une minute, je ne sais pas qui veut y répondre, qui était-elle et pourquoi elle a particulièrement marqué les esprits? On fait beaucoup référence à Louise Michel en ce moment. C'est une institutrice révolutionnaire, qui peu à peu est gagnée aux idées révolutionnaires. Institutrice qui veut et qui met en place des méthodes qu'aujourd'hui on dirait émancipatrices, alternatives, qui fait beaucoup confiance dans l'intelligence créative et dans l'esprit critique des enfants. Et puis Louise Michel, c'est une femme de combat qui n'a jamais cessé de toute son existence sur les barricades, à la fin de sa vie, qui n'hésite pas à aller sur les barricades, bien sûr, à revêtir l'uniforme des fédérés, des gardes nationaux, qui va beaucoup s'investir aussi justement dans les enjeux de travail, qui veut émanciper le travail du joug du capital. Elle a une détestation du propriétaire, comme beaucoup des protagonistes de la commune, du gros propriétaire et du capital, de la souveraineté de la finance. Elle estime que vraiment, même en République, il y a toujours des monarques, il y a toujours des souverains. Ça fait d'ailleurs quelques échos actuels. Donc voilà, c'est une femme de combat révolutionnaire et qui, sans se revendiquer du féminisme, à l'époque d'ailleurs le mot n'est pas forgé, mais qui veut aussi lutter pour l'émancipation des femmes et pour l'égalité vraie. Autre femme, alors je vous ai demandé de choisir aussi à tous les deux des gens moins connus de la commune. Oui. Vous avez choisi une femme qui s'appelle Anna Jacquelart. On va voir sa photo. Alors c'est sûr qu'on ne la connaît pas aujourd'hui. C'était qui cette Anna Jacquelart ? Et c'était une révolutionnaire internationaliste. Ça, c'est une dimension aussi très importante de la commune, même si ça n'empêche pas une défense de Paris, qu'on pourrait nommer aussi le patriotisme révolutionnaire. C'est une internationaliste, elle a des origines russes, elle est russe, elle a des origines polonaises, allemandes, et ça, c'est aussi l'incarnation de la solidarité des peuples, une volonté de rompre avec la tyrannie des frontières, etc. Et puis, Anna Jacquelart, c'est quelqu'un qui va beaucoup s'investir dans l'union des femmes qui va tenter d'organiser le travail pour les femmes sous la forme de coopératives ouvrières, c'est-à-dire qu'elles ne veulent plus dépendre justement de ce qu'elles appellent des parasites, des patrons qui sont... Qui leur sucent le sang, en fait, des ouvriers et des ouvrières. Donc, c'est une forme d'auto-organisation des femmes et c'est aussi quelqu'un qui va beaucoup s'engager dans les enjeux scolaires, l'œuvre scolaire émancipatrice de la commune. Alors, Julien, je vous ai demandé un peu le même jeu. On ne pourra pas faire tout ce que vous avez choisi, je crois, mais on va prendre, par exemple, un monsieur qui m'intrigue beaucoup. On va voir la photo. Il s'appelle Joseph Charlemont et alors, c'était un boxeur. Regardez-le. Bien beau et athlétique. Joseph Charlemont, c'était qui, Julien ? Alors oui, c'est un personnage étonnant et que j'ai choisi parce que c'était pour montrer un peu toute la diversité des parcours qu'on peut trouver dans les biographies présentes dans le dictionnaire. Joseph Charlemont, donc c'est un des introducteurs de la boxe en France et qui sera le fondateur de l'Académie de boxe après la Commune. Et pendant la Commune, à laquelle il se rallie, il est commandant du 119e bataillon de la Garde nationale. Il combat ici, à Asnières, et après la semaine sanglante, il réussit à fuir en Belgique. Il revient après l'amnistie où justement il fonde cette académie de boxe. Et il se rendra célèbre notamment pour l'anecdote en 99 en étant l'un des protagonistes de l'un des fameux combats du siècle dont on parle souvent en boxe. Comme quoi la commune menait à tout. Et on retrouve plein d'autres biographies dans le dictionnaire que vous avez coordonné avec d'autres et que Michel Cordio a coordonné. De très nombreuses biographies. Je vous encourage vraiment à aller regarder aussi sur le site du Métron. On peut trouver beaucoup de ces biographies. Alors,
La commune, depuis, elle a suscité de multiples controverses. Comme c'est écrit dans les livres d'histoire, comme je l'ai appris, il y a une légende rouge, celle d'une révolution éphémère mais décisive dans l'histoire des mouvements sociaux et des luttes, et une légende noire, celle de hordes de communards populaires et anarchistes défiant l'ordre et la République naissante. Bataille des mémoires qui se poursuit aujourd'hui. 2021, c'est à la fois les 150 ans de la commune et le bicentenaire de la mort de Napoléon. Écoutez ce qu'en dit l'historien Pierre Nora, auteur d'une somme sur les lieux de mémoire en France, quand on lui demande récemment sur France Inter s'il faut célébrer les deux événements. Oui, Napoléon, non la commune. Comment ça Si vous voulez, pour simplifier les choses. Parce que Napoléon, écoutez, c'est grotesque. La polémique aujourd'hui sur Napoléon est ridicule. C'est un personnage qui a une telle dimension historique, qui a eu sur l'Europe une conséquence si positive, pour tout dire, puisqu'il a apporté la révolution dans les pays qu'il a conquis, sur lequel et sur les institutions de qui nous vivons encore à beaucoup d'égards. Ça a été l'héritier fondateur des institutions révolutionnaires. Et en plus, c'est le personnage de l'imaginaire romantique français incarné. Et pourquoi non à la commune, alors ? Parce qu'elle n'a pas apporté grand-chose à la construction de la République. Alors je vous ai vu lever les yeux au ciel, sourire, être dépité. Julien, une réaction ? Pierre Nora a peut-être un peu la mémoire courte aussi, puisque dans ses lieux de mémoire, il laissait la place à Madeleine Rébériou et à un article sur le mur des fédérés. La commune qui ne sert à rien, la commune qui n'a rien apporté. On voit le contraire aujourd'hui. Je le rappelais tout à l'heure sur les mesures qui avaient été prises, la séparation des églises et de l'État. On voit aujourd'hui combien la laïcité pèse, y compris de manière assez malsaine, vu les discours qu'on peut entendre dans le débat public, sur la question de l'éducation, de l'émancipation des femmes, sur les questions sociales, tout simplement. On voit combien la commune pèse aujourd'hui et combien, au contraire, elle a apporté et elle peut encore apporter. Emmanuel Macron, Ludivine Bantigny, est très partant cette année pour célébrer Napoléon. Alors, pas Napoléon III dont on a parlé, mais le premier Napoléon, en grande pompe. Il y a beaucoup moins d'enthousiasme pour célébrer la commune. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous rappelle que la commune, c'était une révolution populaire qui voulait s'émanciper des tutelles d'un pouvoir jugé autoritaire et qui voulait aussi combattre le capital. Donc, évidemment, il n'y a pas véritablement de raison qu'Emmanuel Macron célèbre cette révolution d'un peuple où voilà, des ouvriers, des artisans, des employés, des instituteurs prennent le pouvoir par le biais de la révolution et en même temps s'inspire d'une démocratie vraie, de l'idée que les élus doivent être des mandataires, qu'ils doivent être révocables et qu'ils doivent donc exercer la République telle qu'ils la conçoivent à l'époque, c'est-à-dire la République sociale, celle d'une véritable justice. L'un des communeux, Maxime Lisbonne, dit à propos de la devise « Liberté, égalité, fraternité », c'est beau comme devise, dommage que ce soit platonique. Voilà, c'est-à-dire que là, les communeux veulent véritablement donner consistance à ces grands mots qui ne peuvent pas rester de grands principes. Et sur ce qu'a dit Pierre Nora, on peut aussi se rappeler la façon dont la commune voyait Napoléon Ier, c'est-à-dire un tyran qui avait renversé la République, il avait foulé aux pieds, qui avait rétabli l'esclavage, qui avait transformé les femmes en une espèce de bien meuble du point de vue juridique, qui avait commis des guerres absolument meurtrières. Et l'une des conséquences sous la Commune, ça a été la décision d'abattre la colonne Vendôme, qui représentait aux yeux de la Commune la tyrannie, l'asservissement des peuples. Et donc, au contraire, il voulait ériger un monument qui soit en hommage à la fraternité entre les peuples, au contraire des victoires militaires napoléoniennes. Dans votre livre, Ludivine Bantigny, vous écrivez des lettres aux communards, notamment à Louise Michel. Regardez Louise Michel, regarde toutes ces photos d'aujourd'hui. Elle nous parle de nous, elle nous parle de toi. Et ces photos, vous les montrez par exemple, cette photo là que vous avez prise vous-même lors d'une manifestation le 7 janvier 2020. Ni Macron, ni personne, vive la commune. Montrer que la commune est vraiment très importante dans l'imaginaire des manifestants aujourd'hui. Ou alors cette photo à Marseille, après le Covid, la commune prise par Michael Correia en avril 2020. Vous dites dans votre livre, dans votre lettre à Louise Michel, vous nous offrez une idée des possibles, donc des possibles
Aujourd'hui, c'est quoi, c'est possible? Oui, c'est-à-dire que je voulais articuler un travail d'archives avec justement tous les projets, tout l'imaginaire et toutes les réalisations dont a parlé Julien, c'est-à-dire précisément une autre manière de concevoir la chose politique. C'est-à-dire on s'approprie vraiment la légitimité à prendre la parole, à prendre des décisions, à relever la tête. C'est pas sans lien avec le reportage qu'on a vu tout à l'heure, quand Julien notamment parlait de solidarité, de dignité, le fait de se sentir vraiment en reprenant la main sur son propre destin, ça c'est tout à fait fondamental. Mais il y a bien d'autres choses. L'éducation, par exemple, c'est vraiment conçu comme une éducation qui ne soit pas une école de l'ordre social, de l'ordre moral, où on marche droit, mais c'est une éducation où on fait confiance justement dans cette créativité. C'est poser véritablement la question de l'égalité, c'est un autre partage du temps, du travail, de l'art aussi, parce qu'il y a un certain nombre d'artistes qui sont très engagés dans la commune. Par exemple, Gustave Courbet, mais il n'est pas le seul. Il y a une fédération des artistes. En fait, il y a des choses qu'on a retrouvées aussi chez les Gilets jaunes. D'ailleurs, il y a une partie des Gilets jaunes qui a cité la commune. Il y en a d'autres qui se sont auto-organisés, ou parfois les mêmes, en assemblée des assemblées. À Commercy, un des bastions des Gilets jaunes dans la Meuse, il y a eu une commune des communes en janvier 2020. Et chez les Gilets jaunes, il y avait notamment un gilet, moi, qui m'avait beaucoup plu. C'était l'art pour tous. Voilà, l'art pour chacun. Voilà, et voilà, des éléments comme ça d'émancipation. Julien, dernière question. On va presque pas dépasser les 20 minutes qu'on s'est donné, un petit peu, mais Gageur, on l'a dit. Sur cette résonance avec le présent, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez absolument ajouter avant qu'on conclue? Deux choses très rapidement sur la question de la démocratie directe aussi, puisqu'il ne faut pas oublier que ces communeux, ces communeuses ont la culture des clubs, la culture de la participation, la culture de l'échange, de la discussion, du débat, et ça c'est fondamental, et ça fait aussi écho à ce que disait Ludivine sur le fait de vouloir reprendre son destin en main et de peser dans le débat. Dernière chose, sur les résonances aujourd'hui, on voit bien à quel point la commune, la forme aussi paroxystique des débats, enfin de l'opposition droite-gauche. On voit ressurgir récemment au Conseil de Paris des débats d'une violence inouïe sur la question des célébrations de la commune. On voit que ça fait ressurgir, justement, ça fait des années qu'on nous explique que le clivage droite-gauche n'existe plus. Voici la preuve que si. Ouais. Merci beaucoup vraiment à tous les deux. Vous avez largement réussi ce pari. On va conclure avec cette phrase que j'ai trouvée dans votre livre, Ludivine Bantini, cette belle phrase de Victor Hugo, écrite juste après la Commune. Les morts sont des vivants mêlés à nos combats. Merci à tous les deux. On rappelle vos livres, Ludivine Bantini, La Commune au présent, ça sort à la découverte. Julien Lucchini et beaucoup d'autres, La Commune de Paris, 1871, publié en 2020 aux éditions de l'Atelier, avec de très nombreuses contributions. Une publication du Métron, formidable dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et social, accessible pour celles et ceux qui nous regardent sur le site métron.fr. Et sur Mediapart, vous retrouvez cet article de Joseph Confavreux, La Commune de Paris, une mémoire capitale. Il y en aura d'autres à venir dans les prochaines semaines. On signale aussi notre entretien vidéo avec l'historien Quentin Deluermoz. Pourquoi la Commune a traversé le temps. Vous restez avec moi quelques secondes encore pour le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart ces dernières 24 heures, c'est pas grave, vous pouvez encore vous rattraper en vous abonnant. Offre exceptionnelle dernière semaine pour en profiter à l'occasion des 13 ans de Mediapart, 3 mois pour 11 €. Voilà pour la pub. D'abord, cette analyse de Caroline Coq-Chaudorge sur ce confinement que nous vivons, en tout cas en Ile-de-France notamment, qui est déjà obsolète. Les maladies graves affluent à l'hôpital à un rythme jamais vu depuis le pic de la première vague. Dans le reste de la France, l'épidémie progresse aussi presque partout. Les restrictions annoncées jeudi seront sans doute sans effet. En Seine-Saint-Denis, une nouvelle affaire sur la gestion de la ville de Bobigny à l'époque de l'ancien maire UDI Jean-Christophe Lagarde. Après avoir révélé des soupçons de malversation à l'office HLM, David Perrotin nous explique que d'autres transactions au montant exorbitant, plus d'1 million d'euros, pourraient désormais intéresser la justice. Cécile Hautefeuille, elle, a recueilli les témoignages de nombreux chômeurs sous pression, inquiets à l'heure où la France se reconfine partiellement. Droit au chômage non prolongé, primes aléatoires. Pourquoi le compteur des droits continue-t-il de tourner alors qu'il n'y a plus de travail, s'interroge notamment dans cet article Nathalie, une des personnes que Cécile a interrogées. Voilà, à l'air libre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Merci beaucoup de notre fidélité, pardon. On se retrouve demain, même heure, même endroit.